Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi, nous sommes le 22 juillet. L'extension du pass sanitaire, détaillée hier par Jean Castex. Les musées, cinémas, salles de sport ou encore les piscines sont soumis aux nouvelles restrictions depuis hier. À la Duchère, l'opération de vaccination sans rendez-vous est véritablement prise d'assaut, une opération qui se poursuit aujourd'hui. Attention à la qualité de l'air qui se dégrade avec le retour du soleil et la hausse des températures. Le plan France Relance prévoit l'investissement de 100 milliards d'euros à l'échelle nationale. 144 millions vont être investis notamment dans le département du Rhône pour rafraîchir 176 édifices. Des élections municipales à prévoir à Chassieux au fin septembre ou début octobre. En attendant, c'est une délégation spéciale de la préfecture qui va gérer la commune. Dans ce quart d'heure lyonnais, nous rendrons hommage également à Annie et Régis Néret, que l'on surnommait les sauveurs du Vieux-Lyon. Ils ont disparu en 2019. Habitat et Humanisme a rebaptisé une unité de l'EHPAD Saint-François d'Assise à la Croix-Rousse pour leur rendre hommage. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Jean Castex s'est exprimé à la suite du Conseil de défense. À cette occasion, le Premier ministre a donné hier des précisions sur l'extension du pass sanitaire, mais il a également indiqué qu'un certain nombre de mesures pouvaient être prises sur le plan territorial, comme le port obligatoire du masque en extérieur ou le couvre-feu pour certains établissements recevant du public. La préfecture du Rhône assure qu'à l'heure actuelle, aucune mesure supplémentaire n'est prévue pour notre département. En revanche, tout peut changer d'ici 2 ou 3 jours. En fonction de l'évolution de l'épidémie dans le département, prévient le préfet. Les musées, cinémas, salles de sport ou encore les piscines sont donc soumis aux nouvelles restrictions concernant le pass sanitaire. Dès hier, ces nouvelles mesures sont entrées en application. Elles risquent encore un peu plus d'impacter la clientèle étrangère. C'est ce que craignent en tout cas les musées lyonnais comme Confluence ou le musée de la miniature. Certains étrangers se retrouvent quelque peu piégés par les dernières mesures prises en France. À noter que le pass sanitaire est obligatoire aussi pour accéder aux zoos du parc de la Tête d'Or, comme tous les lieux de culture et de loisirs, accueillant plus de 50 personnes. En ce qui concerne les chiffres du Covid, 6869 malades sont actuellement hospitalisés au niveau national, en légère baisse par rapport à mardi. Le nombre de patients en service de réanimation s'élève à 859 contre 876 mardi. 21 539 contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures. La maladie a emporté 22 patients à l'hôpital hier. À la Duchère, l'opération de vaccination sans rendez-vous est prise d'assaut. Certains faisaient la queue hier dès 7h du matin devant la maison de la métropole, 8 places Abbé Pierre pour tenter d'obtenir leur première dose de Pfizer. La ville de Lyon, la métropole, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la CEPAM organisent cette opération de vaccination contre le Covid-19 pour contribuer à réduire les inégalités territoriales de santé. Une nouvelle journée est prévue ce jeudi de 9h30 à 17h, toujours en gardant l'accès libre et sans rendez-vous pour compléter le schéma vaccinal et recevoir donc la seconde dose. Le dispositif sera de nouveau déployé les mercredis 25 et jeudi 26 août dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Avec le retour du soleil et la hausse des températures, la qualité de l'air se dégrade. Elle devient mauvaise sur une partie de la région et c'est prévu pour durer jusqu'à vendredi au moins. Les teneurs en ozone devraient encore augmenter. Pour autant, les conditions ne sont pas réunies pour la mise en place de mesures de restriction particulières dans le cadre d'un dispositif préfectoral. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes incite toutefois les populations les plus sensibles, les enfants en bas âge, les personnes âgées ou les personnes souffrant par exemple de pathologies respiratoires ou cardiaques à limiter leurs déplacements aux heures les plus chaudes afin de réduire leur exposition à la pollution. L'ozone est un gaz irritant susceptible d'entraîner à court terme la survenue de problèmes respiratoires tels que toux sèche, déclenchement de crises d'asthme ou encore diminution de la fonction pulmonaire. Le plan France Relance prévoit l'investissement de 100 milliards d'euros à l'échelle nationale pour aider le pays à se redresser. 144 millions vont être investis dans le Rhône pour rafraîchir quelques 176 édifices, parmi lesquels le campus de l'école centrale de Lyon à Écully,
Chantilly, le Conservatoire supérieur de musique et de danse à Vèze ou encore le commissariat de Caluire, mais aussi des universités, les universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, le rectorat rue de Marseille. Il s'agit de travaux essentiellement d'isolation, de réparation des systèmes de ventilation ou de climatisation ou encore la modernisation des éclairages pour qu'ils soient moins énergivores. L'OM Lyon va s'installer à Gerland et quitter son site historique d'Écully. Le campus des Girondins devait ouvrir en 2022, mais la fin de l'ouvrage est désormais prévue au 4e trimestre 2023. Les travaux ont en tout cas débuté lundi. Le bâtiment s'étalera sur près de 30 000 m² sur l'ancien site des Câbles de Lyon. Suite à la décision du Conseil d'État d'annuler les élections municipales de 2020, une délégation spéciale de la préfecture administre la commune de Chassieux à partir d'aujourd'hui. 3 fonctionnaires à la retraite. Une fois installés, les membres de la délégation spéciale vont élire un président et un vice-président. Ils devront administrer la ville et assurer la continuité du service public jusqu'à l'élection d'un nouveau maire. Aucune date précise pour l'instant n'est annoncée, mais le nouveau scrutin doit être organisé dans un délai de 3 mois après la décision de l'annulation. Le scrutin devrait se tenir donc fin septembre, début octobre au plus tard. Les élections municipales de 2020 ont été annulées le 16 juillet dernier par le Conseil d'État, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif de Lyon. En juin 2020, Sylvaine Copona et Jean-Jacques Célès avaient terminé ex aequo, Célès devenant alors maire au bénéfice de l'âge de sa liste. La candidate avait déposé un recours pointant des irrégularités dans la campagne du maire réélu. Lyon demain ? Histoire lyonnaise. Annie et Régis Néret, que l'on surnommait volontiers les sauveurs du Vieux-Lyon, ont disparu en 2019. Les hommages se multiplient. La municipalité lyonnaise a ainsi décidé de donner leur nom à l'espace qui accueille chaque dimanche le marché de la création, qui devient la promenade Annie et Régis Néret. De son côté, Habitat et Humanisme a rebaptisé une unité de l'EHPAD Saint-François d'Assise à la Croix-Rousse pour rendre hommage au couple. La résidence Alouche prend le nom d'unité Annie et Régis Néret. Bernard Devers, le président fondateur d'Habitat et Humanisme, connaissait très bien le couple Néret. Régis et Annie sont ceux qui ont permis en fait le classement de la ville de Lyon au patrimoine de l'UNESCO. Et donc naturellement, ça a été un vrai dévoilement de la ville, en fait, etc. Ça a permis aussi en fait d'avoir une autre approche par rapport à la ville, au lieu en fait de mettre des bulldozers, en fait de raser les quartiers. En fait, aujourd'hui, de dire voilà, la mémoire de ces quartiers, ça sera là aussi une mémoire d'avenir. Et donc ils se sont beaucoup investis. Moi, j'ai eu la chance en fait de les rencontrer pendant des années. Ils ont accompagné Habitat Humanisme. Ils sont venus en fait à un moment de leur vie, en fait au soir de leur vie, ils sont venus aussi dans cette maison, à la maison Saint-François d'Assise. Ils sont morts là d'ailleurs. Ils avaient un humanisme incroyable, quoi, vraiment un humanisme éclairé, cette sorte de bienveillance. Il y a une très belle photo. L'un et l'autre, ils ont 90 ans, ils se prennent par la main et en fait il y a une tendresse qu'on lit sur leur visage. Et je me dis que moi cette tendresse, elle m'a en fait aujourd'hui m'a fait fondre. Et ils ont dû avoir comme tous les couples des difficultés, mais n'empêche qu'en fait ils avaient en fait cet amour l'un de l'autre, et l'un et l'autre aimaient la vie et aimaient les gens. Et je trouve que c'est quelque chose de tout à fait magnifique, et dans cette société qui est parfois dure, finalement, quelle chance, il faut se rappeler d'eux, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a voulu ici sur ce lieu de l'EHPAD en fait, Saint-François d'Assise, où il y a des gens en très grande vulnérabilité, en très grande fragilité, avec des personnes qui sont aussi des personnes qui, au sens médical du terme, naturellement, ils sont démentes parce qu'en fait, avec des graves difficultés cognitives, finalement, il faut que ça soit des lieux de tendresse, quoi. Pour nous, c'est en fait un parrain et une marraine, d'une certaine façon, porteur de cette tendresse, et se rappeler d'eux, se rappeler aussi ceux qui ont permis, parce qu'en fait, ce lieu ne leur est pas non plus étranger. Je trouve que c'est important, en fait, qu'on puisse le souligner. L'unité Annie et Régis Néret est une résidence intergénérationnelle qui accueille à la fois étudiants et personnes âgées. Une mixité que défendait Régis Néret, tout à la fois homme de culture, journaliste et défenseur du patrimoine. Président de l'association Renaissance du Vieux-Lyon, une des associations les plus actives aujourd'hui encore dans le quartier historique, Régis Néret allait convaincre André Malraux, le ministre de la Culture de l'époque, de faire du Vieux-Lyon le premier secteur sauvegardé en France. Michel Néret est la sœur de Régis, grande prêtresse de la communication à Lyon. Dans les années 80-90, elle se souvient des combats menés par son frère pendant plus de 50 ans. Michel Néret. En fait, je crois que c'est un couple assez atypique parce qu'ils avaient
d'abord une jeunesse d'esprit et une curiosité qui m'a complètement influencée toute ma vie. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tous leurs amis avaient 20 ou 30 ans de moins qu'eux. Enfin, ils en avaient bien sûr de leur âge, il ne faut pas généraliser. Mais il y avait une jeunesse permanente et une curiosité qui fait qu'il y avait une ouverture au monde qui était permanente. Et donc mon frère, qui a été d'abord journaliste, il a créé le journal Résonance dans les années 60, qui était qui était le premier journal culturel de province et de Lyon. Et ça a été complètement une aventure passionnante. Et après, il a créé une première lettre qui s'appelait Bref Rhône-Alpes, qui était une lettre d'information sans aucune publicité. Donc, qui avait une espèce de crédibilité dans le milieu des entreprises lyonnaises qui était assez formidable. Et donc, cette honnêteté intellectuelle, je pense, et puis la générosité, l'image formidable de ma belle-sœur, qui était très accueillante, très généreuse, très ouverte, a fait qu'il y a une alchimie autour d'eux qui leur a fait rencontrer des tas de gens. Et puis en fait, ils avaient aussi un talent, c'est de mélanger les genres. Donc les dîners chez eux, c'était pas de la haute gastronomie, il faut reconnaître, mais c'était très très chaleureux. Et il y avait toujours un président qui était à côté d'un artiste, qui était à côté d'un jeune passionné de l'immigration, qui était à côté d'une ancienne putain. Enfin voilà, c'était une alchimie qui était vraiment très sympa. Et Lyon leur doit beaucoup. Oui, je crois que Lyon leur doit beaucoup parce que justement il y avait cette capacité d'ouverture qui lui a fait être aussi bien un copain avec les ministres, avec Raymond Barre, avec les grands architectes et tout, et qui a fait qu'il s'est passionné petit à petit pour le patrimoine. Il a pris la direction de la halle Tony Garnier pendant un certain temps, mais ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré 3-4 ans, et toute sa vie c'était sauf garder le patrimoine, mais que ça soit pas un patrimoine figé, que ça soit surtout un patrimoine complètement vivant. Et les gens passaient avant les pierres. Enfin, ça, c'était le grand leitmotiv permanent. Les gens passent avant les pierres. Et il aimait beaucoup faire visiter sa ville. Moi, je me souviens avoir visité la ville avec Régis Néret, notamment le Vieux-Lyon, mais pas que. Et finalement, il a réussi à faire sauvegarder cette ville grâce à un classement. Oui, parce que d'abord, il y a une petite anecdote qui est rigolote, c'est qu'ils habitaient un appartement dans le Vieux-Lyon, et un jour, Régis, en grattant le plafond, a découvert que sous le plafond bêtement blanc, il y avait un plafond avec les armes de Blanche de Castille du XIIIe siècle. Donc il racontait toujours que comme c'était leur chambre, que c'était la chambre qui avait vu passer le plus grand nombre de personnalités au-dessus de son lit. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, c'est vrai qu'au moment où on n'a pas pensé mettre Lyon au patrimoine, donc il a eu un certain nombre de réseaux, il s'est beaucoup rapproché de Raymond Barre, et à eux deux, et aussi avec beaucoup Didier Replin, qui a été un acteur extraordinaire du patrimoine. À eux trois, plus bien sûr plein d'autres gens, ils sont arrivés à faire bouger plein de choses. Et en effet, là, Dieu merci, Lyon est passé à l'UNESCO. Vous êtes fier aujourd'hui qu'un des bâtiments de ce centre hospitalier porte le nom d'Annie et Régis ? Je suis très fière et très touchée en même temps, parce que moi, ce que j'aimais beaucoup dans ma famille et surtout chez Régis et Annie, c'est la bonté, la générosité, l'humanité. Et que c'était pas uniquement le côté people, le côté je connais machin, qui connaît machin, qui connaît machin. C'était exactement le contraire. Et Bernard Devers a joué un grand rôle auprès d'eux. Enfin, le contraire était dans les deux sens. Et comme moi, j'adore aussi Bernard Devers, je suis très très fière et très heureuse, et toute ma famille est très heureuse de ça aussi. Michel Néret, la sœur de Régis Néret, un autre projet dans les cartons pour rendre hommage au couple, un banc sur lequel on pourrait venir s'asseoir aux côtés des Néret pour contempler une ville chargée de 2000 ans d'histoire. Affaire à suivre. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le vautour échappé n'a toujours pas regagné le parc de Courzieux, mais la direction ne se montre pas inquiète. En effet, plusieurs signalements ont fait état de la présence de l'animal autour de Givors, Vaugneray ou encore Saint-Julien-de-Bibeau. Ce vautour moine a quitté le parc le 8 juillet. Il fait 3 mètres d'envergure et pèse 8 à 11 kilos. Il ne passe donc pas inaperçu. Il vole et donc cela veut dire qu'il va bien, assure la direction du parc. Il y a eu jusqu'à 50 appels en 1 heure pour signaler sa présence. Si vous le voyez, il faut
vaut prévenir le parc très vite sans tenter d'approcher l'animal. La direction du parc préconise d'envoyer un SMS au 06 80 64 19 08 pour indiquer la localisation précise du vautour. Et puis en football, en Ligue 1 à l'AS Saint-Etienne, Romain Amouma re-signe pour une saison. À 34 ans, l'attaquant a préféré la stabilité plutôt que de relever un dernier défi en Ligue 1 sous d'autres couleurs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.